Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du retour industriel dans les programmes de l'ESA, Vertu, Limites et Évolution. Didier Fèvre, ancien directeur du Centre spatial guyanais et ex-directeur de Galileo à l'ESA, et Bertrand de Montluc, ancien directeur des affaires internationales du CNES, estiment que les évolutions nécessaires à la règle du retour très critiquée aujourd'hui doivent préserver l'ALLE, les financements publics nationaux mutualisés au sein de l'ESA, source principale de financement du secteur spatial et garantie du maintien de l'autonomie de l'Europe. La règle du retour géographique telle qu'appliquée par l'Agence spatiale européenne depuis sa création fait l'objet de nombreuses critiques venues de milieux industriels et institutionnels. Si les défauts et dérives ne peuvent être négligés, cette règle a permis, tout en préservant les intérêts industriels et financiers des États, aujourd'hui encore principale source de financement du secteur spatial, de créer un programme européen de premier rang et de maintenir une industrie européenne à la fois compétitive sur les marchés mondiaux et capable de développer et d'opérer les infrastructures spatiales répondant aux besoins publics de façon autonome et avec un niveau de performance de qualité comparable aux meilleures productions mondiales, et cela malgré un niveau de financement très inférieur à celui des autres puissances mondiales. La règle du retour est basée avant tout sur le principe d'une préférence européenne et nationale financée librement par les États et dont les ambitions et les capacités industrielles sont très différentes. Ses qualités, sécuriser l'aller, c'est-à-dire le financement, comme ses défauts en sont la conséquence. Avec la montée en puissance du secteur privé et l'évolution du paysage institutionnel en Europe, la question du maintien de cette règle se pose et des évolutions sont possibles sans nuire au secteur spatial européen, unanimement reconnu comme succès de la construction européenne, et sans mettre en danger l'indépendance de l'Europe dans ce secteur stratégique qui repose sur une industrie de haute technologie qui dépend largement de la commande publique, en particulier les programmes de l'ESA. Un discours très critique sur l'organisation spatiale européenne est devenu récurrent dans certains cercles institutionnels et industriels, abondamment relayés par la presse économique spécialisée. L'organisation institutionnelle de l'Europe spatiale, qualifiée de millefeuille, et le manque de compétitivité de l'industrie seraient liés en particulier à l'application de la règle du retour géographique appliquée par l'Agence spatiale européenne, l'ESA. En réalité, après analyse, les critiques du retour industriel proviennent essentiellement du maître d'œuvre des lanceurs largement dépendant du financement public pour le développement et l'exploitation des services de lancement, lequel souhaite simplifier son organisation industrielle de transport et de production. De la France aussi, qui protège son leadership industriel, près de 40% de l'emploi européen est en France, tout en partageant le fardeau budgétaire, et plus récemment de la Commission européenne, fidèle de sa doctrine de compétition libre et non faussée. Une revue des points de vue, réalistes, critiques ou louangeurs, à ce sujet clé de la programmation spatiale en Europe est devenue, nous semble-t-il, indispensable. Dans la passation des contrats industriels, l'ESA applique une politique de préférence européenne définie explicitement par sa convention fondatrice. Dans la passation de tous les contrats, l'agence donne la préférence à l'industrie et aux organisations des États membres. Cependant, à l'intérieur de chaque programme facultatif, une préférence particulière est donnée à l'industrie et aux organisations des États participants. Les programmes spatiaux européens sont de fait développés, produits et opérés par des fournisseurs européens. L'ESA, et c'est à notre sens son mérite, n'attribue qu'exceptionnellement des contrats à des fournisseurs non européens. Les programmes nationaux suivent d'ailleurs cette pratique de préférence nationale et européenne, à l'exception notable de certains services de lancement. L'autonomie ne nuit nullement à la qualité ou à la performance. Dans tous les secteurs de l'application spatiale, sciences, observation, météorologie, télécommunications, navigation, lanceurs et dans un moindre mesure applications militaires, encore peu développées au niveau européen. L'Europe dispose de fait d'une base industrielle et technologique qui peut fournir l'ensemble des infrastructures et des services requis
avec un niveau de performance et de qualité comparable aux meilleures productions mondiales. Exception notable, certaines activités spécifiques au vol habité, véhicules de transport, activités extravéhiculaires, auxquelles l'Europe a renoncé au début des années 90, sans que cela nuise à la qualité globale ou à l'image du spatial européen. Impact mondial des programmes scientifiques Planck, Rosetta ou des programmes d'application Galileo, Copernicus. L'industrie européenne a par ailleurs démontré sa compétitivité dans le domaine strictement commercial. Les industriels sont très présents sur le marché mondial des satellites, observation et télécommunications, et des services de lancement y rencontrent des succès auprès d'opérateurs privés internationaux. Malgré un volume d'activité et de financement public très inférieur à celui des autres puissances, États-Unis, Chine, Russie, lesquels n'attribuent leur financement public qu'à leur industrie nationale, Buy American Act par exemple, la pratique du retour industriel ESA n'affecte donc ni l'autonomie européenne, ni la qualité des programmes, ni la compétitivité. Tout indique au contraire que le cadre institutionnel européen, protecteur, principale source de financement du secteur spatial pour la recherche et développement, et les développements et maîtres d'œuvre de grands programmes, a de fait contribué à la création et au maintien d'une industrie européenne de premier rang. La continuité des programmes et les financements de l'ESA a aussi permis une politique de spécialisation en Europe au-delà des grands contributeurs, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. Panneaux solaires aux Pays-Bas, calculateurs de bord et divergents pour la Suède, système électrique et composants mécaniques pour la Belgique, horloge atomique et coiffe pour la Suisse, opérations et mécanique spatiale en Espagne, etc., qui permet de satisfaire les besoins européens. On peut aussi observer que progressivement l'application de la règle de retour s'est durcie. On est passé d'un coefficient de retour global garanti, calculé comme le rapport entre le pourcentage de l'ensemble des contrats reçus dans un État participant et le pourcentage des financements de ce pays à l'agence européenne, de 0,8 à plus de 0,95 ou parfois même à 1 pour certains programmes, assortis de mécanismes complexes de compensation. Équation devenue ingérable pour le responsable du programme, avec en particulier l'accroissement du nombre d'États membres. Avec des niveaux de financement modestes et une industrie émergente, conduisant dans certains cas à un émiettement de l'organisation industrielle et une dilution des tâches de maître d'œuvre. On ne connaît toutefois pas de programme institutionnel qui ait connu un échec technique en raison de l'application du retour géographique. Avec la montée en puissance du secteur privé initié aux États-Unis, pas en Chine et en Russie pour le moment, se pose tout de même la question de l'efficacité économique des industriels européens. L'industrie européenne propose-t-elle des objets de bonne qualité, mais trop chers, ou plus chers que la concurrence? Il faudrait, pour être précis, distinguer d'une part les programmes des institutionnels, pour lesquels les États membres européens mutualisent leurs compétences et leurs financements, les infrastructures que les États européens achètent, et d'autre part les programmes financés ou soutenus par les États, mais destinés à la compétition sur un marché mondial, les programmes que l'Europe vend à des tiers, peu ou pas soumis à des considérations politiques. Dans le premier cas, typiquement une mission scientifique d'exploration et de météorologie, même s'il est admis que le coût d'un programme de coopération augmente en fonction du nombre de partenaires, chacun des partenaires ne paye que sa part, tout en bénéficiant de tous les résultats et services du programme. Du prestige d'avoir participé à un programme d'envergure mondiale, et cela avec une certitude que les financements alimentent leur industrie nationale. Dans ce cas, la coopération s'impose. Elle permet à tous d'accéder à un programme dont les ambitions et le coût sont inaccessibles au niveau national. Pour le programme scientifique de l'Agence spatiale européenne, l'application de la règle de retour pour tous les membres, mais aussi, selon la répartition des PIB, tous les États membres participent de façon obligatoire selon leur richesse nationale. C'est certainement l'une des clés de la création du programme et de la pérennité et du soutien sans faille de tous les États membres.
Les missions sont sélectionnées par les scientifiques des différentes disciplines et réalisées par l'industrie européenne sous la responsabilité des équipes techniques de l'Agence spatiale européenne, sans que l'on puisse attribuer un drapeau national aux satellites ou sondes développés ou à l'équipe en charge de la réalisation. Tout cela concourt à la fois à l'excellence et au caractère européen de ce programme salué mondialement pour le programme scientifique comme pour les programmes facultatifs où chaque État membre détermine son niveau de financement. Le retour financier vers l'industrie nationale est une motivation importante que les États est l'une des clés du succès de la coopération via l'ESA et de son financement. Malgré la croissance du secteur privé, l'activité spatiale européenne reste largement dominée par la commande institutionnelle. Alors que les budgets communautaires censés ignorer les intérêts nationaux sont en croissance, cette commande publique reste majoritairement posée par l'ESA. C'est l'agence qui est au niveau international et elle-même principalement financée par les budgets nationaux et les États membres. Les États seraient-ils prêts à financer les programmes sans cette garantie de retour ? Toute réforme de la politique industrielle et de retour doit donc aussi sécuriser l'aller, soit le flux constitutif entrant. C'est-à-dire aujourd'hui le financement national des programmes qui maintient une industrie de taille modeste, quelques dizaines de milliers d'employés, détentrice du savoir-faire très spécialisé d'un secteur stratégique très dépendant de la commande publique. Pour les systèmes satellites ou services qui se vendent sur un marché ouvert, c'est le client qui organise une compétition et sélectionne le meilleur concurrent selon les critères de Best Value for Money. Les satellites de communication appartiennent majoritairement à cette catégorie et, dans une moindre mesure, les systèmes d'observation. Les maîtres d'œuvre qui répondent aux appels d'offres organisent leur structure industrielle pour bâtir la meilleure proposition. Les agences ne contribuent pas directement, mais soutiennent l'industrie par le maintien des compétences communes mises en œuvre dans les différents programmes publics de développement et dans des activités prévues par la recherche et développement dont les activités sont concertées avec l'industrie. Ainsi, le programme technologique de télécommunications ARTES de l'ESA a pour objectif le maintien et le soutien à la compétitivité de l'industrie. Pour les lanceurs, la situation est plus complexe, car il s'agit d'une activité que les États achètent pour garantir l'accès autonome à l'espace, clé de toute politique spatiale, et aussi une filière de services que l'on souhaite vendre sur le marché commercial à la fois pour l'activité induite, avec l'espoir d'en faire une filière industrielle rentable, susceptible de contribuer au coût fixe de la filière, maintien des équipes et des usines, suivi de la qualité et de la fiabilité, base de lancement. Grâce à une cadence de tir plus élevée que cela, et qui reste modeste, requise par les programmes institutionnels. Les États financent la recherche et développement amont, l'essentiel des développements, les services de lancement dont ils sont clients, à un prix parfois supérieur à celle du marché, et une part importante des coûts d'exploitation, dont ceux de base de lancement. Tandis que le volume de l'activité industrielle de lancement est très largement conditionné par les ventes au secteur privé, le financement de la filière reste cependant du secteur privé et public en raison du poids des programmes de développement et de soutien à l'exportation. Sur le marché commercial, après des années très favorables où le concurrent principal était Proton depuis Baïkonour, les Américains étant peu présents après leur déboire sur le Space Shuttle, l'opérateur européen se trouve aujourd'hui confronté au retour d'une concurrence américaine revigorée par de jeunes acteurs du secteur privé, largement soutenus par les clients institutionnels américains qui démontrent fiabilité, cadence de lancement et prix attractifs depuis des centres de lancement situés aux États-Unis à une demi-journée de vol des usines de satellites. Le centre de lancement de Kourou, qui était un atout face à Baïkonour, ne l'est plus pour les opérateurs internationaux,
et les industriels américains. Avec la Floride, le Texas ou la Californie, l'offert domestique and you speak English. Et en Europe, si l'accès autonome à l'espace reste une priorité absolue de toute politique spatiale indépendante, le faible nombre de lancements institutionnels annuels et la compétitivité accrue des lanceurs américains soutenus par une commande publique sans commune mesure avec la commande publique européenne posent de façon aiguë la question du soutien public à une exploitation commerciale. Cette question va en réalité bien au-delà de l'application ou non du juste retour. Il est certain que l'application de la règle du retour géographique par l'État participant dans les programmes de l'ESA introduit des biais dans l'attribution des contrats. Mais on ne peut pas attribuer à cette règle les difficultés ou les retards rencontrés par certains programmes. Le principal défaut de cette pratique, lié à la conjoncture de naissance de l'ESA, tient à la structure industrielle imposée par le système coopératif de l'ESA et de ses 22 États membres qui tous souhaitent une place dans les grandes initiatives prestigieuses. Cela conduit à une abondance de contractants, à un éparpillement géographique de la production, usines, moyens d'essai, segments sol, pour satisfaire tous les participants, avec parfois des niveaux de participation très faibles qui alourdissent la gestion de la maîtrise d'œuvre. Lui-même dilué et affaibli dans ses tâches de pilotage du programme. De plus, au-delà de la phase de développement, les États ne manifestent pas un grand enthousiasme à financer l'exploitation et en particulier la base de lancement pour laquelle aucun retour technologique intéressant ne peut être espéré. Bien que la plupart des sous-traitants soient sélectionnés par compétition, l'application de la règle du retour peut parfois conduire à la non-sélection du mieux-disant, au profit de l'industriel du pays qui n'a pas reçu son retour. La mise en œuvre du juste retour donne également lieu à des calculs savants et à des débats assez stériles. Par exemple, retour par programme ou retour global, retour financier ou retour technologique, retour garanti à 80% ou 95%, qui constituent les obstacles au démarrage des programmes quand le consensus entre États participants est requis. Pour certains grands programmes facultatifs, la garantie du retour conduit les États à conditionner leur financement à la garantie a priori de voir leurs champions nationaux obtenir tel ou tel travaux, ou à soutenir la création de consortiums artificiels et inefficaces, rassemblant tous les maîtres d'œuvre potentiels qui se partagent des tâches et des financements en interdisant du fait toute compétition. Au final, l'application stricte du retour industriel a conduit, dans certains programmes, à des choix sous-optimaux en termes de compétitivité et pu handicaper les perspectives commerciales quand le produit développé se doit d'attirer les clients internationaux qui ne se soucient pas de la nationalité du fournisseur. L'ESA a su mettre en œuvre au début des années 2000 une approche qui peut réconcilier les avantages de l'efficacité industrielle et de la garantie de retour aux États qui financent. Et même un peu plus en cas de succès commercial. Il s'agit de transformer l'application du juste retour, qui contraint l'exécutif à attribuer des contrats en fonction du niveau de contribution des États, et de mettre en œuvre un principe de juste contribution, qui consiste à inviter des États à financer des programmes en fonction de la répartition des contrats résultant de compétitions industrielles organisées par les maîtres d'œuvre et l'ESA. Cette méthode a été appliquée pour le programme de télécommunications Alphabus de développement d'une nouvelle plateforme de satellites géostationnaires de grande puissance destinée au marché mondial. Le maître d'œuvre, en l'occurrence les grands industriels français présents sur le marché de la télécommunication, est décidé à allier leurs forces sur le marché des grandes plateformes, a proposé à l'ESA l'européanisation de son initiative sous réserve du respect des objectifs commerciaux. L'ESA, qui n'a pas vocation à acheter de telles plateformes de grande puissance pour ses besoins propres, a proposé ce programme à des États membres, avec des règles adaptées à la nature du projet. La phase de décision, phase A et B,
est menée par le maître d'œuvre dans une structure industrielle très resserrée, avec une participation financière limitée aux États dont le maître d'œuvre est ressortissant. Pour Alphabus, le programme avait été engagé par le CNES sur fonds nationaux français et transféré à l'ESA, la France finançant cette phase de définition. Le plan d'approvisionnement pour les phases ultérieures, développement et production, est défini conjointement avec l'ESA qui organise des compétitions intra-européennes. La sélection de sous-traitants est arrêtée par le maître d'œuvre sur la base de la meilleure offre compétitive. L'ESA adresse alors aux États-Unis et aux États membres leur taux de contribution qui correspond au niveau qu'ils ont de contrats obtenus par les industriels nationaux. L'adéquation entre financement national et activité industrielle est donc garantie, mais a posteriori. Le point clé pour obtenir l'adhésion des États tient au fait que le maître d'œuvre s'engage auprès de son fournisseur, au-delà du premier modèle financé par l'ESA, à inclure le sous-traitant retenu dans la production de la série qui sera proposée sur le marché commercial où l'ESA n'intervient plus. En cas de succès commercial, l'activité de production financée par le client permet d'obtenir un retour d'activité supérieur à l'investissement national initial consenti par l'État participant pour le développement. C'est un sur-retour qui est garanti en cas de succès. Cette approche a rencontré une certaine de la part de l'exécutif de l'ESA, qui voyait par là son pouvoir réduit dans la définition et le montage industriel du produit et qui craignait de perdre le soutien et le budget de ceux qui ne seront pas retenus. Certains États, qui avaient l'habitude de peser pour satisfaire telle ou telle compagnie en fonction de telle ou telle priorité politique, ont également contesté cette approche. Toutefois, la méthode a réussi et tous les sous-traitants, sauf un, ont été retenus sur la base de la meilleure offre. L'ESA a adressé aux États la facture correspondant aux compétitions gagnées par leur industrie, facture qui a été acceptée par tous. Le succès de cette forme différente d'approvisionnement tient à plusieurs conditions essentielles. La crédibilité du maître d'œuvre et du produit qui offre une perspective de production en série. La confiance de l'exécutif ESA, qui doit s'assurer que les industriels des petits pays seront bien traités. Le soutien du pays leader, qui devra financer une part importante, les parts et les phases de définition. La part propre du maître d'œuvre et les équipements gagnés par l'industrie nationale. L'existence d'un programme réservoir flexible comme ARTES, qui permet aux États d'adapter leurs contributions à l'intérieur d'un même cadre financier pluriannuel en fonction des compétitions gagnées sans perdre de fonds non utilisés qui peuvent être alloués ou à d'autres initiatives. Ce programme de R&D, ARTES, essentiellement dédié au soutien et à la compétitivité, exige également un cofinancement des industriels et reçoit un bon soutien de l'industrie et des États. Bien entendu, la procédure ne fonctionne que si les sous-traitants retenus sont eux aussi compétitifs et qu'il n'est pas possible d'organiser de vraies compétitions entre équipementiers, sans choix dicté par des considérations physiques des États ou du maître d'œuvre. Si l'éparpillement est un risque, le monopole en est un également. Il est fondamental que l'Europe spatiale, dans la conjoncture actuelle, dispose, dans un certain nombre de secteurs, de plusieurs sources de compétition susceptibles d'être retenues pour le programme institutionnel ou commerciaux. Une autre solution, souvent citée, viserait à adopter un financement européen communautaire sans contribution nationale identifiée. Pour la France, cette approche permettrait d'espérer un retour naturel conforme au poids de l'industrie française en Europe, seront selon 35 à 40%, soit près de 2 fois le poids de l'Allemagne en ne finançant qu'au niveau du PNB, environ 17%.
Pour que cela fonctionne, il faut bien sûr que les autres pays européens, dont les dépenses publiques et les capacités industrielles sont très inférieures à celles de la France, adhèrent au niveau européen à l'ambition spatiale portée principalement par la France et acceptent de soutenir à leurs frais le maintien du leadership industriel français. En l'absence d'une grande partie du retour, le système de financement des programmes facultatifs de l'ESA, où chaque pays développe et détermine librement son niveau de participation au programme de manifestation politique au niveau spatial, ne pourrait pas être maintenu. Ce serait donc une structure communautaire de prendre le relais. Sans entrer dans le détail dans les questions d'organisation et de la gouvernance européenne de type UE, cette approche soulève plusieurs questions. Premièrement, je me pose la question: inscrire les activités spatiales dans un cadre pragmatique de l'Union européenne, piloté par la Commission avec un budget spatial commun et des sélections de fournisseurs sur la base d'une compétition ouverte et non biaisée, permettait-il de s'affranchir des défauts du retour tout en conservant le niveau budgétaire de l'Europe? Deuxième question que je me pose: comment pallier la faiblesse de compétences techniques internes ou d'autonomie des différentes structures mises en place par la Commission, par exemple pour Galileo, GJU, GSA ou nouvelle agence communautaire OPSA, sans dupliquer les compétences existantes et réduire le millefeuille institutionnel décrié: agence nationale, ESA, agence de l'Union, commission. Les États sont-ils prêts à intégrer les compétences propres de l'ESA sur leurs autorités dans une structure pilotée par la Commission? Est-il possible que l'Europe s'ampute, comme elle l'a fait sur Galileo, des compétences industrielles de premier rang et de financement britanniques? Du côté de la Commission, le désir d'appuyer d'un poids croissant le secteur spatial, alliant prestige et politique, dimension stratégique, autres technologies et pilotage de l'industrie est louable, mais moins évident quand il s'agit de contribuer à des activités moins nobles. Par exemple, le financement de Kourou Port Spatial de l'Europe reste à ce jour purement intergouvernemental, inscrit parmi les activités obligatoires de l'ESA, et largement supporté par la France. La base est indispensable à l'Europe, mais son intérêt technologique est médiocre pour un coût très important. Les États sont très réticents à financer une part, même modeste, des tâches d'exploitation sans synergie significative avec l'industrie et l'activité européenne, et largement consacrée à des dépenses de personnel local. L'attribution de contrats de maintenance à des entreprises européennes n'élimine pas frustration et critiques localement et en Europe. La recherche du retour atteint ses limites. Dans le cadre de l'Union européenne, aucune question. Le retour ne disparaît pas aussi simplement. Ainsi, les programmes de recherche et développement communautaire exigent le montage de consortiums parfois artificiels où les critères politiques n'ont pas totalement disparu. L'expérience du Galileo, menée en principe sans contrainte de retour, a montré que la Commission elle-même a mis en place, pour obtenir un accord politique, des mesures contraires à la compétition libre et non faussée. Il a d'abord été décidé de confier le développement de l'infrastructure Galileo à une compagnie créée spécifiquement, en réalité une coopération entre concurrents plus intéressés par l'équilibre des financements et des pouvoirs au sein du consortium qu'à la base du marché de programme, Enis ou Galileo Industries. Même après l'élimination de cette structure artificielle, la Commission a dû, sous la pression des États, structurer le projet en sous-ensembles taillés pour satisfaire les positions des champions nationaux. Ainsi, en raison des règles de non-cumul, le segment spatial ne pourrait échapper à l'Allemagne, alors qu'une concurrence aurait été possible avec les Britanniques, Italiens et Français.
Le segment sol a lui aussi été réparti entre les pays avec une abondance d'infrastructures loin de l'optimum économique. La compétition pour devenir et définir l'opération de Galileo a fini par le choix d'un consortium fusionné, qui a disparu avec l'abandon du PPP. Si la Commission a, pour s'assurer et rassurer les petits, demandé aux maîtres d'œuvre de garantir un pourcentage de retour aux sous-traitants, elle n'en a jamais fait part pour contrôler ce critère. Alors que l'ESA édicte dans sa convention une règle générale de préférence communautaire, la Commission n'a pas vraiment de politique générale de ce type pour les achats. Elle avait même souhaité ouvrir pour Galileo certaines compétitions avec des fournisseurs hors Union européenne. Vraiment n'importe quoi. Et même hors de l'Europe, c'est encore pire, pour des éléments techniques clés. Dès lors, la question de l'achat des services de lancement standard pour des programmes civils auprès d'opérateurs exclusivement européens se pose. Contrairement aux agences fédérales américaines, la Commission ne semble pas prête à acheter des lancements à un prix correspondant au coût réel, c'est-à-dire supérieur au prix du marché, afin de soutenir la filière d'indépendance. Les États habitués à s'approvisionner pour leurs besoins de défense aux États-Unis verraient-ils vraiment des objections à acheter des lancements non européens moins chers qu'Ariane ou de Vega, surtout si ces lanceurs européens restent pour certains des lanceurs français et l'autre un lanceur italien. En conclusion, dans un paysage dominé dans les faits par la commande publique financée par les budgets nationaux, l'Europe a forgé une capacité industrielle autonome et de qualité capable de développer, produire, opérer toutes les infrastructures spatiales. Il s'agit là au moins d'un point d'accord entre agences et industriels. L'application du juste retour a contribué jusqu'à maintenant à l'émergence d'une structure industrielle, y compris dans les petits pays, source de fierté nationale et de financement. En revanche, cela a conduit, avec l'accroissement du nombre de pays membres, à un émiettement des participations, aux programmes nuisibles au pilotage industriel, à des choix ne favorisant pas la compétitivité et également à des duplications d'infrastructures, y compris dans les grands pays qui ne sont pour l'instant pas prêts à renoncer à certaines installations. Des aménagements du système me semblent possibles. Pour éviter le trop grand nombre de participants par programme, en appliquant plus rigoureusement la règle de la participation minimale pour les programmes ESA, pour éviter les duplications excessives, en soutenant une politique de spécialisation permettant l'émergence de quelques champions européens, pour favoriser la compétitivité de l'industrie en favorisant autant que possible les compétitions intra-européennes et pour les programmes destinés à un marché ouvert privé, en application le principe de la juste contribution pour les développements financés par le secteur public. En assouplissant l'application comptable de la règle retour global et retour à un taux garanti de 80%. En impliquant autant que possible pour les programmes destinés au marché commercial ouvert des règles de cofinancement, garantie en quelque sorte d'engagement réel de l'industrie avec aussi une marque de confiance dans un retour d'investissement hors commande publique. Pour aller plus loin et s'affranchir des contraintes du retour industriel, l'Europe pourrait privilégier l'achat de services ouverts et offerts par une industrie européenne et développés sur fonds privés. Le domaine de lanceurs semble adapté à cette approche, existence d'un marché privé et public pour des services largement standardisés de nos jours. L'industrie européenne des lanceurs souhaite s'affranchir des contraintes du retour. Elle ne s'en cache pas et cherche une forme de dialogue avec les agences gouvernementales nationales et européennes. Mais est-ce elle qui est en mesure
de prendre pleinement en charge les risques inhérents et faire l'impasse sur les financements publics des développements, et cela tout en revendiquant un renforcement de nouveaux programmes publics captifs, par exemple le vol habité. On en revient par conséquent à la question initiale du financement des activités spatiales dans une Europe qui ne va pas cesser de s'élargir, tandis que les nations sont de plus en plus jalouses de leur intérêt national industriel avec des contraintes financières, budgétaires corrélées au retour industriel, le tout dans un cadre encore plus largement national. Par exemple la Chine, les États-Unis et la Russie. Dans le cas particulier de l'Europe, qui n'est ni une assemblée lâche d'États nationaux, ni une fédération armée pour faire face à toutes sortes de menaces régaliennes, scientifiques ou commerciales, le défi appelle à des évolutions vertigineuses. Si remplacer le financement intergouvernemental par un financement communautaire sans couleur nationale est aujourd'hui, sur certains, supposé nous affranchir des contraintes liées au retour, cela suppose à budget public constant une augmentation substantielle, facteur 3 ou 4, des budgets publics communautaires alloués au spatial, et donc d'une part à une acceptation de politique des États de l'Union qui perdraient la garantie de retour, et d'autre part la mise en place d'une réelle expertise technique et la capacité d'achat de systèmes spatiaux au sein des institutions de l'Union européenne. La réflexion actuelle des autres acteurs étatiques, industriels et académiques de la filière spatiale sur les mérites et limites des principes inscrits dans la Convention de l'ESA au sujet de la politique industrielle dans un domaine désormais en bonne voie d'être européanisé, n'est pas sans mérite. Ne serait-ce que du fait qu'à l'évidence, des recettes du passé ne sont plus valables dans un environnement des activités spatiales institutionnelles et commerciales en évolution rapide à l'échelle nationale, internationale et avec l'émergence d'acteurs nouveaux aux côtés des agences spatiales. Le retour industriel et géographique ne pose à ce jour, faut-il rappeler, de problème majeur ni pour la science, ni pour l'exploitation, ni pour l'exploration, ni pour la météorologie, ni pour l'observation de la Terre, ni pour les télécommunications. Il peut conduire à des désoptimisations économiques, en particulier pour les produits et services destinés dans le cadre de l'ESA et appelés à se développer dans un cadre commercial. Des mesures d'assouplissement ou une évolution vers une juste contribution semblent pouvoir atténuer les défauts les plus craints. Enfin, la règle de retour est basée avant tout sur le principe d'une différence, une préférence européenne financée librement par les États, ses qualités, sécurité, l'aller, c'est-à-dire le financement, comme ses défauts évoqués ci-dessus, où en sont les conséquences. Dès lors, la contradiction entre les règles européennes de compétition et du soutien public doit être tranchée par les États, sans nuire au succès et au maintien du secteur spatial européen uniquement, unanimement reconnu comme un succès de la construction européenne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.